Bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul Delbez. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouveau webinaire Exurso. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un thème passionnant qui est qu'est-ce qu'il y a dans la tête des entrepreneurs, notamment pendant la crise de la Covid et pour préparer le rebond. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai trois idées, trois sujets. Mon premier point, c'est quelle est la situation et comment, dans la tête des entrepreneurs, on peut en quelque sorte figurer la complexité du monde actuel. Et pour moi, il y a plusieurs choses qui jouent ensemble. La première chose qui joue, c'est la révolution technologique. C'est-à-dire que nous sommes dans une révolution informatique, une autre révolution industrielle, une très grande révolution industrielle, une de celles qui ont refait le monde. Avec une particularité de cette révolution informatique, c'est qu'elle a des coûts marginaux pratiquement nuls ou très faibles. Ce qui est complètement différent de tout ce qui est les usines traditionnelles où les coûts marginaux étaient croissants et donc il y avait une taille maximum de la boîte. Tandis que maintenant, si on a l'idée que les coûts marginaux sont extrêmement faibles, la taille maximum de la boîte n'existe plus. Je fabrique des monopoles. Donc, les GAFAM sont la conséquence pratique, visible, comme on le voit aujourd'hui, de cette révolution technologique qui change tout et qui fait que le premier entrant qui gagne peut être le monopole mondial en quelques années. La deuxième révolution qui me paraît extrêmement importante, c'est une révolution géopolitique. C'est-à-dire qu'un entrepreneur doit faire de la politique. Il doit faire de la politique au sens de la géopolitique, avec le monde qui se bipolarise entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis essaient de faire, on le voit avec Biden, le maximum possible pour continuer à croître et la Chine, évidemment, continue à développer sa propre stratégie avec les routes de la soie, par exemple. La troisième chose qui me paraît extrêmement importante et qui est dans la tête des entrepreneurs, c'est la révolution, en quelque sorte, politique ou socio-économique, que nous vivons. C'est-à-dire que l'entreprise doit gagner de l'argent, bien sûr. Elle doit s'occuper de ses actionnaires, bien sûr. Elle doit s'occuper de son comité exécutif, bien sûr. Elle doit s'occuper de ses salariés, évidemment, bien sûr, de ses clients, et de ses fournisseurs, de l'écologie. Autrement dit, en quelque sorte, les personnels à satisfaire deviennent beaucoup plus compliqués qu'avant. Deuxième idée, deuxième thème, à mon avis, pendant combien de temps est-ce que tout ceci peut durer? Et c'est toute la question. On vit une accélération de l'histoire et on s'est dit ça durera quelques mois. Certains qui connaissent Grégoire le sait, quand les gens parlaient la période post-Covid, j'ai dit jamais. Nous n'avons pas l'idée qu'il va y avoir une césure, comme une espèce de coupure de l'histoire et qu'on oubliera la période et qu'on oubliera la crise que nous vivons aujourd'hui. Cette crise fabriquera des entailles profondes dans la façon de fonctionner. À l'heure actuelle, la première chose que l'on voit dans ce pendant, c'est évidemment la dépendance que nous avons par rapport à la Chine et par rapport à l'Asie sur une série de produits. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous ne pouvons pas nous soigner aisément et nous ne pouvons pas non plus nous défendre. L'idée qui apparaît aujourd'hui d'autonomie stratégique de l'Europe est en train d'apparaître comme étant un étrange concept. Autrement dit, il va falloir que je fasse un tri dans ce que je fais et dans ce que je fais faire pour savoir ce qui est effectivement stratégique et ce qui est d'une certaine manière non stratégique et faire en sorte, troisième idée, de voir dans tout ce que je trouverai qui est stratégique, comment je fais. Est-ce que je le fais faire en France? Est-ce que je le fais faire en Europe? Est-ce que je le fais faire à proximité à l'Est? Est-ce que je le fais faire au Maghreb? Autrement dit, quelles sont les chaînes de production, les chaînes de valeur que je dois restructurer en termes de proximité, en termes de shoring, de nearshoring ou de smart shoring? Troisième point, comment je rebondis? Bien, d'abord, je rebondis en étant gros. Il faut que je sois gros avec des innovations, avec des ingénieurs. Il faut que je sois gros en achetant des brevets, en déposant des brevets, en achetant d'autres d'ailleurs. Et donc, en allant voir très vite
les marchés financiers. Parce que l'on a beaucoup d'argent, c'est vrai, beaucoup d'argent liquide qui cherche de rentabilité, beaucoup d'argent liquide qui cherche de rentabilité et s'il veut acheter des bons du trésor français, c'est moins zéro quelque chose. S'il veut acheter des bons du trésor américains, c'est 1,7. Mais s'il veut vraiment avoir quelque chose de plus intéressant, il faut aller ailleurs dans tout ce qui est innovation. Et donc, on voit bien à quel point il faut trouver, pour l'entrepreneur qui veut rebondir, des innovations, des pôles d'innovation, des groupes d'innovation, des clusters, des pôles de compétitivité et marier très vite ces pôles de compétitivité avec de la finance. Troisième élément, j'arrête là-dessus, donc des idées, donc des sous, donc des patrons. Et je pense que le thème est celui, ce qu'on appelle la scalabilité, si vous voulez, ou la montée à l'échelle, qui me paraît extrêmement importante. Ce qui fait la différence et ce qui fera la différence, c'est la capacité à grandir vite. Alors, bien sûr, pour grandir, il faut avoir des idées. Je l'ai dit, il faut avoir de l'argent. Oui, il faut avoir également des cadres. Et on voit bien à quel point, si vous voulez trouver 10 millions, ça va. Si vous voulez 500 millions, c'est autre chose. Si vous voulez 5 milliards, c'est autre chose. Et donc, la capacité à gérer des très grandes entités, c'est ça qui fera la différence aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Medbez, pour cette excellente introduction. Alors, je vais commencer par poser deux, trois questions. Première question de Hortense dans le chat. Pourriez-vous développer sur la dépendance militaire et en termes de sécurité par rapport à la Chine? Alors, il y avait aussi peut-être de manière microéconomique, on voit qu'il y a une évolution en termes de sectoriel avec des secteurs qui souffrent et des secteurs qui s'en sortent mieux. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être difficile disons, analyser cette situation, notamment en termes de secteur pour les entrepreneurs? Et j'inclus aussi des grands mouvements de fond comme la transition écologique ou peut-être le fait qu'il y a aussi de l'entrepreneuriat social qui se développe. Donc, comment les entrepreneurs ils vont s'adapter à cette nouvelle donne facilement? Et troisième élément, troisième question, c'est là, on a vu qu'il y a eu un soutien massif, notamment par les PGE, par la BPI. Est-ce que du coup, ça va être plus difficile disons qu'en régime de croisière pour les entrepreneurs pour lever des fonds? Parce que l'État a tellement soutenu qu'il va peut-être moins soutenir dans les prochains trimestres. Première idée, le militaire. La Chine veut se développer dans un terrain militaire, comme ailleurs. Simplement, pour le moment, évidemment, les États-Unis sont de très loin la grande puissance militaire mondiale. Et ils sont partout. La Chine veut se développer dans deux endroits, me semble-t-il. Le premier, c'est autour de la mer de Chine. Et le deuxième, essayer de trouver, grâce à ces réseaux multiples, l'Afrique et autres, pour en quelque sorte se développer et être en dehors des territoires gérés, surveillés par les États-Unis. Grosso modo, la Chine, me semble-t-il, ne veut pas avoir ne pas faire la folie, en quelque sorte, de la Russie et de partir dans une guerre des étoiles qui avait épuisé à l'époque la Russie. Je pense qu'ils veulent sélectionner les endroits dans lesquels ils veulent intervenir et en quelque sorte avoir une logique de contrôle. La deuxième chose qui se passe en termes militaires, c'est que la guerre militaire, elle se gagne par les civils, si vous me permettez. Ou plus exactement avec un nommé Sun Tzu, elle se gagne par les espions. Troisième idée, ils ont donc, dans cette logique Sun Tzu, ils sont partout. La Chine est partout en choisissant des terrains sur lesquels elle peut avancer, en particulier maintenant le maritime, qui, à mon avis, sera un lieu extrêmement important. Les nouvelles guerres, me semble-t-il, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais me semble-t-il, seront maritimes. Les écarts sont de 1 à 5, je crois, de mémoire, entre les dépenses militaires américaines et les dépenses militaires chinoises. Et donc la Chine n'a pas les moyens de rentrer dans cette logique-là. Elle peut simplement trouver des endroits qui sont des endroits de blocage et des endroits qui sont névralgiques pour elle. J'ajoute que,
et ça c'est extrêmement important, la façon américaine de répondre est toujours problématique. Vous dites, je n'aime pas, par exemple, hein, je n'aime pas l'Iran, et donc je fais des sanctions contre l'Iran. D'accord. Qui paye? La classe moyenne iranienne. Qui soutenait, d'une certaine manière, des évolutions de l'Iran? Cette masse, cette classe moyenne. De la même manière, tout le monde regarde ce qui se passe à Taïwan. Le rêve chinois, c'est d'unir le pays. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se développer? Sachant que à Taïwan, il y a quelque chose qui s'appelle le TSMC, qui fabrique des chips de quelques nanos et qui, seul de son espèce, sait le faire. Par rapport à votre première question, je suis trop long sur les tensions, en quelque sorte, entre nous et la Chine. Fondamentalement, c'est une capacité, par capillarité, en fait, d'avoir des informations. Ensuite, pour les Chinois, de les traiter et d'agir dans des endroits qui sont névralgiques. Deuxième question sur le problème sectoriel, écologique, social. D'abord, la grande différence sectorielle, c'est services versus industrie. On a vu avec la crise que les services traditionnels en particulier se sont effondrés de l'ordre de 3/4 et que l'industrie a baissé de 10-15%, par exemple en Allemagne. Quand vous avez une économie qui est très servicielle, comme par exemple les économies du Sud, vous avez quelque chose qui s'effondre et qui est irrémédiable. Vous devez visiter le Parthénon. Si le Parthénon est fermé, vous regardez des images, c'est tout. Par rapport à ça, vous me dites comment va évoluer donc l'économie, et l'écologie et le sociologique. L'écologie, fondamentalement, tout le monde en fait. Simplement, c'est un problème de temps. Si vous me dites, vous avez 5 ans pour rentabiliser, je ne fais rien. Si j'ai 15 ans, je peux faire des choses. Et donc, l'écologisation, le processus d'écologisation de l'économie se développe partout, mais se développe en fonction du temps. La deuxième chose qui se passe avec ce processus d'écologisation, c'est qu'il se fait de manière concurrentielle. La Chine se développe beaucoup en masse, mais pas par tête. Et quand elle va se développer nécessairement, elle va d'une certaine manière avoir un effet considérable pour faire remonter la quantité produite de CO2, alors que, quand bien même nous-mêmes, nous arrêterions de faire quoi que ce soit, nous ne pourrions pas compenser. Et tout ceci, pour le moment, n'est pas vu, étant entendu que pour des raisons politiques, pour que tout le monde signe l'accord de Paris, on n'a pas trop précisé au fond, les capacités et les itinéraires. Et pour essayer d'avoir les signatures, on a d'une certaine manière fait une impasse sur les mesures et on a fait un deuxième impasse également sur qui est le pollueur qui s'adaptera. A priori, c'est nous. Mais si on s'adapte beaucoup, on disparaît en même temps. Troisième thème, le problème sociologique. C'est qu'effectivement, nous avons de plus en plus les entreprises à but multiple. Hein. Or, ce qui se passe, c'est que si tout le monde est d'accord sur le fait que les entreprises sont à mission et doivent intervenir et doivent intégrer plus d'éléments, le passage à l'acte n'est pas clair. Parce que le passage à l'acte, c'est qu'il faut que nous ayons des économies plus résilientes. Les économies plus résilientes sont celles qui innovent plus, premier point, qui, de certaine manière, sont plus efficaces, deuxième point, qui, troisième point, réduisent leur fragilité majeure, qui sont le vieillissement et le passage à la retraite. Autrement dit, on dit il faut absolument que nous soyons sociétaux, d'accord. Simplement, on a toujours des grands sentiments et le passage à l'acte est toujours extrêmement difficile, à la fois économiquement et politiquement. Troisième thème sur les PGE et la BPI. La BPI a été en perte l'année dernière, pour la première fois de sa vie, mais elle a eu une vie brève, tout simplement parce qu'elle n'avait pas un vrai choix. C'est-à-dire que quand vous avez une économie qui s'effondre, vous avez effectivement des difficultés. Nous avons vécu, en zone euro, un des pays, une des zones qui a le plus perdu. En France, nous avons perdu à peu près 10% de PIB.
avec évidemment la fragilité que nous avons, qui est une fragilité sectorielle et en plus industrielle. Faute de solutions, nous avons soutenu les entreprises à bras le corps en leur faisant des financements, euh, des financements à moyenne et longue durée, qui ne cessent de s'allonger. Simplement, ce qu'on ne dit pas, c'est que les conditions que nous avons pour faire des crédits dépendent de Christine Lagarde, qui dépend elle-même de l'Allemagne. Nous avons effectivement, nous, en zone euro et en France, des conditions de crédit qui sont favorables, mais qui sont de moins en moins favorables et qui deviendront de moins en moins favorables au fur et à mesure que les taux d'intérêt se mettront à monter aux États-Unis et que les gens qui épargnent diront tiens, pourquoi je n'achèterai pas des bons du Trésor américain? C'est quand même mieux que les bons du Trésor français, puisque 1,7 c'est mieux que moins 0,2. Donc on voit bien à quel point nous avons des questions et que la conflictualité que nous avons est géopolitique et donc monétaire et financière. Alors, je crois que Bertrand Lépinois avait aussi des questions pour vous et je lui laisse la parole. J'ai peut-être 2 ou 3 questions beaucoup plus simples. En redécortiquant le triptyque de votre titre, dans la tête des entrepreneurs, quels sont selon vous, de quelle manière on peut optimiser les prises de décision chez les entrepreneurs, que ce soit les équipes et les dirigeants, entre la dimension rationnelle et la dimension psychologique? La prise en compte de la psychologie est fondamentale en économie, en macroéconomie et en microéconomie aussi, bien sûr. Alors ça, c'est un peu le premier volet. Le deuxième volet, si vous me permettez, s'appuie sur le mot rebond que vous utilisez, préparer le rebond. J'ai envie de dire, mon premier sentiment, c'est qu'il faut beaucoup plus que du rebond. On en sera tous d'accord, je pense, mais pour relancer véritablement, il faut arriver à réduire ou à stopper les désynchronisations des chaînes de valeur, des filières, des secteurs, des pays. Et on sait bien, on constate, parce que c'est excessivement difficile sûrement, qu'il y a une absence ou une faiblesse très grande de coordination internationale. Troisième volet, qui sera le dernier, si vous me permettez, c'est le niveau de confiance. Comment, dans le contexte que l'on connaît, combien de temps, à votre avis, ou de quelle manière, ou comment vous voyez cette capacité à passer du mot rebond au mot relance? Et je n'ai même pas parlé du plan de relance, qui lui-même en soi contient bien des questions. Première idée, raison et psychologie. La réponse est simple. Il est rationnel de prendre en compte la psychologie. Si vous ne convainquez pas, vous n'avancez pas. Autrement dit, l'idée ou la conviction sur le plan est décisive pour le succès du plan. C'est la façon dont je vais parler, expliquer, convaincre différents partenaires qui fera que peu à peu, les idées, vont évoluer et s'arranger, bien sûr, mais que ça passera. Hein, donc, comment ça s'appelle, l'intendance qui doit précéder. Intendance au sens des idées, des pensées. Donc, si je ne comprends pas que nous sommes dans un monde de plus en plus psychologique, de plus en plus incertain, de plus en plus demandeur de confiance dont vous parlez, à ce moment-là, je ne peux pas avancer parce que je fais peur. Deuxième idée, la rebond. Vous avez vu que je suis en permanence dans la tête des entrepreneurs quand je fais de la microéconomie. La macroéconomie, je verrai après. C'est-à-dire que je ferai après, quand l'INSEE fera les calculs, quand le FMI travaillera. Un entrepreneur, il fait de la microéconomie. Bien sûr, il prend en compte un cadrage, il prend en compte une espèce de voie moyenne. Mais lui, il est dans son coin. C'est pour ça que, d'une certaine manière, je suis dans le rebond et que mon rebond est à la fois technologique et financier. Vous avez bien vu. Grosso modo, tout le monde, quand vous lisez la presse, on dit « Oh mon Dieu, les entreprises financières, les entreprises industrielles s'endettent, c'est grave, docteur. » Ben non, c'est pas grave. Il y en a qui, c'est grave pour celles qui s'endettent et se surendettent, ce sont les zombies, bien sûr. Mais en même temps, si moi j'ai des idées, si moi, il faut que je m'endette. Parce que c'est maintenant ou jamais que je trouverai
des ressources pour aller plus vite en besogne. Autrement dit, il y a à l'heure actuelle une course à la dette des bons et des pas bons, c'est vrai, mais une course à la dette des bons. Et c'est parce que les choses peu à peu iront mieux, parce qu'il y aura des entreprises qui auront avancé plus vite que les autres et qui entraîneront les autres, que peu à peu j'aurai une espèce de configuration plus favorable macroéconomique. Donc le nuage d'oiseaux se forme à partir d'un ou deux oiseaux qui attirent les autres. Troisième idée, la confiance dont vous parlez, la confiance est effectivement minimum à l'heure actuelle. Minimum, tout simplement parce qu'il y a des écarts. Chaque fois que l'on dit le vaccin va marcher, quelqu'un dit il ne va pas marcher, etc. Donc, aucune pensée, en quelque sorte, aucune pensée autorisée, scientifique. Avant, on ne croyait pas aux économistes. Bon, mais heureusement, maintenant, on est rejoint par les médecins. Ça va. Mais ce qui se passe, d'une certaine manière, c'est que les entrepreneurs, eux, s'expriment peu. Et d'une certaine manière, certaines avancent, il y a des erreurs, il y a des catastrophes, il y a des scandales comme toujours, hein. Mais d'une certaine manière, il y a eux également qui sont en train d'avancer. Ceux qui sont les plus silencieux, ce sont les syndicalistes. Et dans le monde actuel, ceux qui ne parlent pas, ce sont les syndicalistes. Et donc, pour revenir à cette question sur le problème de confiance, nous avons les entrepreneurs qui parlent peu parce qu'ils font attention, et les salariés les représentants des salariés qui ne disent rien. Et je pense que ça fait partie des éléments qui entretiennent la défiance. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que Bertrand, tu veux continuer avec d'autres questions ou... J'avais peut-être un petit rebond. Il va y avoir un filtre très puissant entre la sortie progressive et difficile des PGE, 135 milliards d'euros pour 660 000 boîtes, PME et ETI, vers un package d'une vingtaine de milliards d'euros destiné à une dizaine de milliers d'entreprises. Quelles sont vos pensées sur ce qui risque d'être pas mal tragique pour une levée de dossiers de PSE, de procédures collectives, de chômage, etc., et de gestion au niveau du pays, tout ça? D'abord, il faut toujours regarder ce qui marchera ou ce qui pourrait marcher. Étant entendu que la tératologie, à savoir la recherche des monstres, on a des journalistes pour ça. Ce qui se passe effectivement, vous avez raison, c'est que nous avons effectivement beaucoup de PGE et en face, une espèce de sentier qui se met en place, qui est étroit, volontairement étroit, pour faire en sorte que l'autosélection se mette en place. Mais en face, il y a effectivement beaucoup d'épargne. Et j'ai écrit différents papiers sur l'idée de fabriquer un produit qui s'appellerait épargne-action ou Covid-action, qui serait limité à 10 000 euros par personne pour acheter des actions d'entreprises cotées ou non cotées par personne. Parce que tout le monde dit, avez-vous remarqué que les Français ont épargné? Oui, j'ai remarqué que pendant qu'ils ne sont pas partis en vacances, ils ont épargné. Ça ne m'a pas échappé. Ensuite, j'ai eu des études qui ont été critiquées par des gens qui n'avaient pas lu, comme très souvent, à savoir les gens qui ont épargné sont les gens qui sont riches. Ce n'est pas pour autant que cet argent-là, vous ne l'utiliserez pas différemment, et deux, ce n'est pas pour autant que je vais vous le prendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, l'idée, c'est que aujourd'hui, il y a à peu près 50 milliards à peu près d'épargne par trimestre qui apparaît. On va vers 250 milliards à la fin de l'année. Et cet argent-là, quelqu'un dit, tiens, c'est bien 250 milliards, c'est rigoureusement l'argent dont on a besoin. Mais cet argent qui est dans les caisses d'épargne ou dans les banques, il sert. Il finance les entreprises, il finance une activité. Et donc, il faut absolument dire que l'épargne actuelle est une épargne en quelque sorte contrainte, faute de dépenses. C'est une épargne de riches, si l'on veut. En fait, c'est une épargne de service. Et il est extrêmement important, à mon avis, de la canaliser, pas lui faire peur, de la canaliser pour lui donner d'autres solutions.
Et j'ai ajouté que ces 10 000 euros seraient nets d'impôts sur 10 ans, net d'impôts de plus-value sur 10 ans, pas déductible de l'ISF ou de l'IFI, de quoi que ce soit. Non, non, que les gens qui ont de l'argent mettraient 10 000 euros, dans 10 ans, ils vendent, et dans 10 ans, s'ils ont gagné, c'est bien, s'ils ont perdu, c'est pas bien, c'est tout. Ce surplus d'épargne, qui vient donc de la consommation de services pour une bonne part, a des effets très négatifs sur la consommation, bien sûr, et sur la croissance. Nous avons une surépargne et une sous-activité. Et le drame, c'est que aussi longtemps, si les entrepreneurs se disent ah, cet argent-là va rester, et donc d'une certaine manière, c'est perdu, ils vont eux-mêmes réduire leur propre activité. Merci Jean-Paul. Et donc voilà, Grégoire avec quelques questions aussi. Merci. D'abord, il y a la question d'orienter les masses d'épargne vers la prise de risque et les actions qui a été déjà traitée en citant les SPAC, en citant le projet de livret épargne. Je voulais juste revenir une seconde là-dessus. Qu'attendre de cette épargne-action, 10 milliards, 30 milliards, ordre de grandeur. Deuxième question, sur les formations supérieures. Fait-on suffisamment d'efforts en l'occurrence? Qu'est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, comment est-ce qu'on attire les talents internationaux, sachant que les États-Unis avaient perdu sous Trump une partie de leur attractivité, mais qu'il n'est pas exclu que les moyens qui sont mis en termes de plan de relance chez eux vont créer une nouvelle forme de concurrence. Et le troisième point, il y a trois ressources rares. Il y a la finance, il y a les hommes et les femmes compétents, et puis il y a les technologies. Et ça amène à l'autonomie stratégique. Sur ces aspects d'autonomie stratégique, ma question, c'est les États-Unis, à côté d'une relance keynésienne à 1900 milliards, viennent d'annoncer une relance par des infrastructures. Quid de l'Europe? Est-ce qu'on en fait suffisamment en l'occurrence? Je réponds. Quand j'ai dit 30 milliards, c'est parce que j'ai supposé que fondamentalement les Français répondaient, une partie des Français répondaient et remplissaient leur livret A, leur livret Covid, comme ils ont rempli leur livret A. Et donc j'ai l'idée de fabriquer par rapport à ça, de pousser à ce que des personnes se mettent à aller vers le risque et qu'on les rémunère. Et je pense que la question de Grégoire sur les problèmes de rémunération et d'attraction et d'attractivité est là. C'est-à-dire que grosso modo, les gens qui sont salariés d'Apple sont richissimes. Richissimes. De la même manière les autres. C'est-à-dire que grosso modo, la capacité de distribuer des actions dans des boîtes qui vont se développer sans être multiplié par 1000, hein, par 10, 20, etc., est une forme importante de l'enrichissement. Pour attirer des bons esprits, il faut d'une certaine manière, évidemment les payer, mais leur donner aussi des upsides en termes de stock options. Autrement, ils ne viendront pas. Ce qui concerne les problèmes d'autonomie stratégique, ça a développé, je pense que il faudra qu'on soit beaucoup plus clair sur ce qu'on appelle autonomie stratégique. Il faudra alors bien qu'on dise ça c'est stratégique et ça, donc ça doit être financé et aidé en tant que tel. Et par exemple, vous, avec les fonds que vous collectez, vous pourriez aller là. Ça n'est pas stratégique. Et les États-Unis, eux, ont une logique qui est effectivement de se développer et de s'étendre. Tout à l'heure, Grégoire a parlé de notre ami Biden keynésien, mais la relance d'infrastructures est tout aussi keynésienne. Biden est en train de mettre 900 milliards, je crois. Et puis ensuite, il le fera parce qu'il s'est rendu compte que donc 2000, pardonnez-moi. Et donc, il s'est rendu compte que la capacité du Congrès à absorber 3 000 milliards est un peu difficile. Et donc, il fera des morceaux. Donc, il aura ça, puis ensuite, il aura la santé, puis ensuite, il aura d'autres choses. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il est en train d'aspirer l'épargne mondiale. Et quand je dis d'aspirer l'épargne mondiale, c'est parce que je suis poli. Il aspire l'épargne de certains pays d'Asie et il aspire l'épargne allemande. Oui.
parce que le quantitative easing de Madame Merkel, qui d'une certaine manière générale et généreux, fabrique des fonds qui sont peu ou pas rémunérés. Pour une part, ces fonds se retrouvent au Luxembourg et quand ils cherchent quelque argent, on leur dit, écoutez, cher ami, ou bien vous placez à moins zéro quelque chose, ou bien vous passez à plus un 7. Donc, d'une certaine manière, sans que ce soit à ce point-là dit, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, l'Europe et le soutien européen à la Banque centrale européenne soutient aussi les États-Unis. Simplement, ce que je dis, vous ne le verrez nulle part. Voilà, donc on vous remercie beaucoup au nom des participants et voilà, la vidéo sera très bientôt disponible pour les membres d'X Sursaut, les polytechniciens et au-delà, et je vous enverrai le lien.